Merci à l'Institut pour la justice de son invitation sur un thème cher à l'IPJ, qui est récurrent. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà assisté à des colloques de l'IPJ, et c'est un thème central qui revient parce que les déséquilibres restent les mêmes, et à mesure que des progrès sont préconisés, eh bien, les choses ont du mal à bouger. Alors, pour faire le lien entre le thème général de cette journée et puis la question des victimes, c'est vrai que c'est intéressant aussi de se pencher sur la question de savoir quelle est la perception du juge sur la victime. Il n'est pas rare de rencontrer des victimes dans l'exercice professionnel qui se sentent un peu mal aimées du juge, qui se sentent d'une certaine manière un peu intruses dans le procès pénal. Et il en résulte une grande incompréhension, parce que le premier réflexe de la victime, c'est de dire « mais moi je suis victime, le juge devrait faire plus attention à moi ». Alors, donc il y a un phénomène à analyser dans le regard que porte le juge sur la victime et dans le traitement qu'il lui réserve dans toutes les phases du procès pénal. Mais c'est une question importante, mais qui ne doit pas masquer que la première source de déséquilibre entre victime et mise en cause, entre partie civile et accusé, c'est pas le juge qui en est responsable, mais c'est notre système législatif, ce sont nos lois, c'est notre code de procédure pénale, avant le juge. Même si, et il faut à chaque fois le rappeler, nous sommes dans un système en France qui ne se désintéresse pas des victimes. Nous sommes dans un système juridique où la place de la victime est nettement reconnue. Je vais en parler, bien sûr, hein, c'est l'objet de ce que je vais vous dire, mais on a un système qui, par rapport à d'autres systèmes à l'étranger, accorde incontestablement une place significative aux victimes. Mais c'est incomplet, et le dispositif demeure déséquilibré. Et à chaque colloque de l'IPJ, eh bien, c'est l'occasion de faire un espèce de recensement, un état des lieux, pour voir où on en est, pour voir là où on pourrait raisonnablement, sans demander la lune et sans bouleverser tout notre code de procédure pénale, là où on pourrait facilement, sans heurter tous nos principes, là où on pourrait facilement corriger les points de déséquilibre. Parce qu'il y en a. Et il y en a, j'essaye à chaque fois de respecter l'ordre chronologique, les trois phases du procès pénal. Il y a l'avant-jugement, il y a pendant le jugement, et puis il y a l'après-jugement. C'est les trois étapes de notre procédure pénale, au cours desquelles je voudrais avec vous survoler les points de déséquilibre qui demeurent entre, d'un côté, le mis en cause et de l'autre côté, la victime. Et à cette occasion, on verra que c'est effectivement d'abord la loi qui est en cause, mais parfois aussi, peut-être, une certaine façon qu'ont les magistrats de percevoir la victime dans le procès pénal. Pas que les magistrats, d'ailleurs, l'ensemble des acteurs de justice. Et je dois dire que les avocats prennent une large part dans cette discussion aussi. Avant, pendant, après. Alors d'abord, l'avant-jugement. L'avant-jugement, c'est toute la phase d'enquête. Et vous savez qu'il y a deux types d'enquêtes. Il y a ou bien une enquête préliminaire, à la suite de laquelle on arrive directement devant la juridiction de jugement, ou bien une enquête plus approfondie, qui est une instruction confiée à un juge d'instruction. Eh bien, dans ces deux cas-là, il demeure des déséquilibres que je voudrais simplement balayer avec vous. Alors, quand on est en présence d'une enquête préliminaire, c'est-à-dire l'enquête de police, diligentée à l'initiative du procureur de la République, saisi d'une plainte, par exemple, ou alors qui se saisit d'une affaire dont il a connaissance, eh bien, au cours de cette enquête préliminaire, il y a des points de déséquilibre qui, me semble-t-il, devraient pouvoir être corrigés. Premier point de déséquilibre, entre le mis en cause et la victime,
c'est la question dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, la question de l'assistance de l'avocat. Vous savez que récemment a été mis en place un droit, ce qui est considéré en tout cas par la défense comme un progrès, pour le mis en cause, la possibilité de se faire assister par un avocat pendant ses interrogatoires de garde à vue. Eh bien, nous, à l'IPJ, nous considérons qu'il devrait y avoir au profit de la victime, dès qu'une affaire fait l'objet d'une enquête, et pour être plus précis encore, dès qu'un mis en cause a accès à son dossier pour la défense, eh bien, nous considérons que ce serait le point de débarrage aussi d'un droit pour la victime d'être assistée par un avocat. Et nous considérons qu'il n'est pas logique qu'une enquête préliminaire soit ouverte, qu'elle aboutisse par exemple à une garde à vue d'un mis en cause. Le gardé à vue a la possibilité d'être assisté par un avocat. L'enquête se poursuit par la possibilité pour les enquêteurs d'entendre tout le monde, y compris la victime, bien sûr. Eh bien, lorsque la victime est entendue par les policiers, moi je considère qu'il serait logique et pas révolutionnaire de permettre à cette victime d'être assistée par un avocat, tandis qu'elle est interrogée par la police. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Premier point de déséquilibre pendant l'enquête préliminaire. Deuxième point de déséquilibre pendant l'enquête préliminaire, l'accès au dossier. C'est une question qui, là encore, est en discussion en ce moment. L'avocat de la défense a gagné la possibilité d'assister son client pendant sa garde à vue, et il se bat aujourd'hui, l'avocat de la défense, pour avoir accès au dossier, dès le stade de la garde à vue. Bonne, mauvaise idée, est-ce que c'est un progrès pour la manifestation de la vérité? C'est une grande discussion. Moi, je n'ai pas absolument tranché là-dessus. Je suis parfois sceptique sur cette question. En tout cas, et pour revenir au sujet dont j'ai la charge tout de suite, je considère qu'à partir du moment où on offre cette possibilité pour le gardé à vue d'avoir accès à son dossier, eh bien, la victime devrait également, via son avocat, avoir la possibilité d'accéder au dossier de l'enquête, si ce droit est reconnu aux mises en cause. Vous savez que nos tribunaux sont régulièrement saisis de ces questions par les avocats de la défense au profit des gardés à vue. Il y a des nullités qui sont soulevées au motif que le gardé à vue n'a pas eu accès à son dossier. Il y a des tribunaux, certaines chambres du tribunal correctionnel de Paris qui ont accepté cette argumentation et qui ont annulé des procédures au motif que l'avocat de la défense n'avait pas eu accès au dossier. Eh bien, si tout ceci aboutit à une généralisation de l'accès au dossier par l'avocat de la défense, je considère qu'on devrait réserver ce même droit également à la victime au cours d'une enquête préliminaire. Ça, c'était l'enquête préliminaire. On n'est pas, jusqu'à présent, en présence d'un juge d'instruction. Il y a d'autres affaires. Alors, ça représente 95% des affaires. Hein. La plupart des affaires pénales sont traitées en enquête préliminaire sans recours au juge d'instruction. Et le juge d'instruction, c'est mon deuxième point, dans l'avant-jugement, le juge d'instruction n'est saisi que des affaires particulièrement complexes ou des affaires criminelles, les plus graves. Donc c'est 5% des affaires, mais ce sont les affaires les plus graves, celles où on a un juge d'instruction. Et là aussi, il y a des déséquilibres entre le mis en cause, le mis en examen devant le juge d'instruction, et puis la partie civile. Il y a des déséquilibres. Même si nous ne contestons pas qu'il y a eu des progrès déjà très anciens, hein, la victime et l'avocat de la partie civile a une marge de manœuvre importante quand même pendant une instruction. Il peut faire des demandes d'actes, il peut demander des expertises, des contre-expertises, il peut faire des tas de choses. Hein. Mais il y a encore des points de déséquilibre, qui sont les suivants. Et qui résultent cette fois, pas tant de la loi, que peut-être de la pratique judiciaire. Et je reviens un peu au sujet du juge. Hein, et la perception qu'a le juge de la victime. Alors, il y a des cas caricaturaux, mais heureusement très rares, mais en tout cas j'en ai connu, des cas où le juge d'instruction n'informe pas la victime de l'ouverture d'une information, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'ouverture de l'information, et n'informe pas la partie civile de la clôture de l'information, enfin de l'achèvement de l'instruction, mais heureusement ces cas sont quand même rares. Mais j'en ai connu, en tout cas. Mais la pratique nous enseigne par contre des pratiques restrictives de la part de certains juges d'instruction à l'égard des victimes. Un exemple frappant,
la victime, l'avocat de la victime, l'avocat de la partie civile, pendant une instruction, a en principe accès au dossier au même titre que l'avocat du mis en examen. Mais il n'a accès au dossier qu'à partir du moment où est intervenue sa première audition devant le juge d'instruction. Et j'ai vécu pour ma part plusieurs exemples dommageables de juges d'instruction qui, pour de bonnes ou mauvaises raisons, dans leur optique à eux, mais retardaient au maximum cette première audition de la victime, de manière, concrètement, à pouvoir refuser à l'avocat de la partie civile la délivrance de la copie du dossier pénal. Il est bien évident que pour être efficace dans une instruction, il faut avoir la copie du dossier, il faut, au même titre que l'avocat de la défense, et c'est bien légitime, disposer des éléments du dossier, il faut avoir la copie du dossier, et je constate que malheureusement, certains juges d'instruction sont réticents à cet accès au dossier, et pour cela, retardent artificiellement, à mon sens, la première audition de la partie civile, de manière à retarder au maximum la possibilité pour l'avocat de la partie civile de se faire délivrer la copie du dossier. Il y a d'autres exemples, mais qui sont presque des confidences de juges d'instruction. C'est intéressant de parler à des juges d'instruction, qui parfois vous confient que c'est un peu la corvée d'instruire un dossier qui a été ouvert sur plainte avec constitution de partie civile. C'est-à-dire instruire un dossier où ce n'est pas le parquet qui a décidé d'ouvrir l'information, mais où c'est la victime qui, par sa plainte avec constitution de partie civile, a provoqué l'ouverture de l'information. Et certains juges d'instruction m'ont confié que c'était globalement pour eux la corvée. Alors il faut essayer de comprendre. Il n'est pas contestable que parfois il se produit que la victime utilise la procédure pénale pour faciliter un travail de preuve, pour permettre que soient diligentées par exemple des expertises aux frais de l'État. Il y a parfois des abus de constitution, il y a des abus de plainte avec constitution de partie civile. Mais il me semble quand même que depuis le SAS qui a été instauré, qui permet de veiller à ce qu'il n'y ait pas n'importe quelle constitution de partie civile à tort et à travers, vous savez que maintenant, pour déposer une plainte avec constitution de partie civile pour provoquer l'ouverture d'information, la victime doit d'abord déposer une plainte auprès du parquet. Et ça n'est qu'en cas d'inertie du parquet que la victime a la possibilité de déposer une plainte et de saisir un juge d'instruction. Bon. Eh bien, il me semble que cette œuvre de filtre était suffisante, et qu'à partir du moment où on a, par ce filtre, veillé à ce qu'on ne saisisse pas le juge d'instruction à tort et à travers, il me semble qu'à partir du moment où ce filtre a joué, eh bien, on devrait accorder aux victimes les mêmes possibilités que celles dont dispose le mis en cause au stade de l'instruction. Et donc, je ne vois pas de raison à ce que se poursuive ce type de pratique restrictive des droits de la victime au stade de l'instruction. Et puis, toujours au stade de l'instruction, pour terminer sur l'instruction, il y a un thème où la victime n'a pas droit à la parole pendant une instruction, alors que ça la concerne directement, c'est le thème de la détention provisoire. Il faut savoir qu'une partie civile n'a pas la possibilité, en première instance, lorsque la question de la détention provisoire ou de la mise sous contrôle judiciaire d'un mis en examen est posée devant le juge des libertés de la détention, la victime n'a pas le droit à la parole. Elle n'est pas conviée et elle n'est même pas informée de la demande de mise en liberté formée par le mis en examen, de sorte qu'elle peut apprendre, si l'avocat est trop loin, ne va pas voir tous les jours le dossier, elle peut apprendre ultérieurement que le mis en examen a été libéré sans même en avoir été informé. En tout cas, sans avoir eu la possibilité de donner son point de vue. Et il me semble que le point de vue d'une partie civile sur cette question très délicate de la détention provisoire mérite d'être entendu. Et demander ça, c'est pas demander la lune. Demander que cette possibilité soit accordée partie civile, ça n'est finalement rien d'autre qu'une mise en cohérence du système. Car lorsque le juge des libertés de la détention s'est prononcé sur une demande de mise en liberté d'un mis en examen, par exemple, eh bien, le mis en examen ou le parquet ont la possibilité de faire appel
et l'affaire va dans la chambre de l'instruction. Et là, devant la chambre de l'instruction, la victime est admise. Je ne vois pas où est la cohérence. Si la victime a sa place dans cette discussion en appel, et il me semble que c'est le bon sens, elle devrait avoir sa place dans cette discussion en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Et vous savez, les victimes ont quand même parfois des choses très intéressantes et utiles à dire. Moi, j'ai toujours en tête un exemple où je défendais une partie civile qui était persuadée qu'en cas de libération de l'agresseur de la victime, eh bien, on ne verrait plus jamais le mis en examen. Cette personne a fait une demande de mise en liberté qui a été refusée en première instance. Elle a fait appel. On est arrivé devant la chambre de l'instruction. Nous avons dit devant la chambre de l'instruction, si vous relâchez cet homme, vous ne le reverrez plus pour telle et telle raison, parce qu'il y avait tout un historique quand même. Il avait déjà fait plusieurs fois faux bond à la justice. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit dans un mémoire. Le parquet s'en est rapporté. Il ne s'est pas prononcé contre la demande de mise en liberté. La personne a été libérée. Et le résultat, c'est qu'on n'a plus jamais revu cette personne, qui est partie dans la nature. Donc, ceci pour dire que je ne suis pas en train de dire que la victime doit faire la pluie et le beau temps, et a toujours raison, mais elle a sa place dans cette discussion qui la concerne au premier chef. Parce que la partie civile entend que ces agresseurs présumés soient jugés, entend que ces agresseurs présumés ne les agressent pas à nouveau. Donc la victime est concernée par cette discussion, et elle devrait pouvoir faire entendre sa voix dans cette discussion. Voilà les sources de déséquilibre au stade de l'avant-procès. Maintenant, pendant le procès, deuxième phase, pendant le procès, il y a aussi des points de déséquilibre pendant le procès, même s'ils sont, reconnaissons-le, heureusement assez peu nombreux. On peut dire que les droits des parties civiles devant les tribunaux correctionnels sont équivalents à ceux du mis en cause, mais c'est devant la cour d'assises que les choses se gâtent et qu'apparaissent certains points de déséquilibre qu'il ne me paraîtrait pas anormal de corriger. Devant la cour d'assises, il faut savoir que la partie civile, par exemple, n'est pas destinataire, selon les textes, de la liste des témoins. C'est une chose capitale, la liste des témoins. Parce que si vous n'avez pas la liste des témoins, vous ne pouvez pas apprécier la pertinence d'une demande de citation de témoins complémentaires. Et toute l'audience d'assises, c'est une audience où on entend des témoins et des experts. Donc si vous n'êtes pas destinataire de la liste des témoins, vous êtes privé de l'effectivité de votre droit d'en faire citer de nouveaux. Alors, dans la pratique, il ne faut pas non plus exagérer. Vous allez faire une démarche auprès du parquet, auprès du greffe. En général, on arrive à l'obtenir. Mais c'est parfois difficile. Et il faut parfois tractionner et faire des grands sourires au greffier de la cour d'assises pour se la faire délivrer. Il me semble naturel qu'à partir du moment où l'accusé ou l'avocat de l'accusé est destinataire de la liste réactualisée des témoins, il me semble naturel d'accorder ce même droit aux avocats des parties civiles. On n'est pas également destinataire de la liste des jurés qui vont être appelés à être tirés au sort. Ça renvoie à une troisième inégalité, qui est celle que la victime n'a pas la possibilité de récuser des jurés. Ces deux questions sont liées. Et ça me rappelle un tour que nous avons fait avec l'IPJ devant le comité léger au moment où ces discussions avaient lieu, et nous avions réussi, enfin, parmi d'autres, hein, j'espère que nous n'étions pas les seuls, mais nous avions plaidé pour que les droits de la partie civile soient alignés, enfin, pas complètement, pas le même droit de récusation, mais qu'au moins il y ait une possibilité de récusation par les parties civiles. Le comité léger avait accueilli cette proposition dans son rapport, mais ça n'est pas passé. Donc il continue d'y avoir cette inégalité. Mais devant la cour d'assises, pour terminer sur cette phase de jugement, les points de déséquilibre, c'est plutôt ceux qui résultent de la pratique et de la perception qu'ont les acteurs de justice de qui est l'avocat de la partie civile et de qui est la partie civile. Parce que juridiquement, globalement, à l'audience d'assises, la partie civile a de réels droits, de réelles possibilités d'être active à l'audience, de questionner les témoins, les experts, d'être très active à l'audience. Mais
Le problème principal, et là ce ne sont pas les textes qui sont en cause, mais plutôt la pratique, et peut-être le regard du juge, mais aussi et surtout le regard des confrères et des avocats, c'est la tentation permanente de l'avocat de la partie civile à une sorte d'autocensure. Parce que on considère, avec de bonnes ou de mauvaises raisons, mais on considère que l'avocat de la partie civile ne doit en aucun cas se comporter en procureur. Mais d'ailleurs, on a raison, l'avocat de la partie civile n'est pas un procureur. Mais il y a une telle parano et une telle angoisse de l'avocat de la partie civile de faire quoi que ce soit qui puisse lui faire ressembler à un procureur que du coup, l'avocat de la partie civile se tait. Et se trouve parfois spectateur du procès. Là où il devrait être plus actif pour faire avancer ce qu'il estime être l'expression de la vérité judiciaire. Chacun restant à sa place, il faut que l'avocat de la partie civile utilise les droits dont il dispose en vertu du Code de procédure pénale pour faire exister à l'audience ce qui a été, les éléments qui ont été réunis au cours de l'instruction, et pour ça, il doit s'exprimer à l'audience, il doit intervenir, il doit questionner, il doit maîtriser le dossier, mais l'expérience démontre peut-être, en tout cas c'est le ressenti de certaines victimes, qui ont l'impression que l'avocat de la partie civile s'auto-censure en permanence. Ce n'est pas tellement le juge qui est responsable, quoique tous les avocats de partie civile ont déjà ressenti ce constat que certains présidents d'assises avaient l'air de préférer l'accusé à la victime. Ça, ce sont des histoires vécues. Heureusement qu'ils ne sont pas la généralité, mais ça existe. Hein. Mais le principal responsable, c'est l'idéologie judiciaire qui est à l'œuvre actuellement, qui est assez récente d'ailleurs. Il y a, dans la génération des avocats d'avant, la génération Floriot, les avocats de partie civile s'auto-censuraient beaucoup moins. Mais là, l'expérience, la pratique judiciaire et en tout cas l'idéologie actuelle du barreau tend en pratique à corseter la parole de l'avocat de la partie civile dans des proportions qui sont telles que l'avocat de la partie civile peut rapidement apparaître comme inexistant s'il n'utilise pas les droits qui lui sont réservés à l'audience. Ça, c'était pendant le jugement. Et puis, ma troisième observation, et j'aurai terminé, pour balayer la chronologie du procès pénal, c'est l'après-jugement. Et l'après-jugement, ayons bien tous en tête que l'après-jugement, c'est devenu, je le dis toujours, pardon de me répéter, mais c'est devenu la moitié du procès pénal. La moitié du procès pénal se joue après le procès. Et c'est d'ailleurs quelque chose maintenant que, dans certains cas, avec tout le tact nécessaire et sans jamais me substituer à l'avocat général, ce sont des points que j'aborde maintenant devant les cours d'assises aussi, du côté des victimes, pour expliquer aux jurés que quelle que soit la décision qu'ils prendront sur réquisition de l'avocat général, c'est pas moi qui vais requérir une peine, mais quelle que soit la décision qu'ils prendront sur la peine, il faut qu'ils sachent que la moitié se jouera après, au stade de l'application des peines. Alors, donc, dans l'après-jugement, j'ai trois observations à faire. Dans l'après-jugement, il y a le problème du droit d'appel, il y a le problème de l'application des peines, et puis il y a le problème, heureusement quantitativement plus négligeable, de la révision. Mais si j'en parle, c'est parce qu'on en a beaucoup parlé en ce moment. Alors, le droit d'appel. Peut-être que vous connaissez par cœur ce que nous avons maintes fois répété sur le sujet. Nous martelons et nous progressons dans l'idée que le droit d'appel doit être accordé à la partie civile en cas de décision de relax ou d'acquittement. Car un innocent condamné, c'est une erreur judiciaire, mais un coupable acquitté, c'est également une erreur judiciaire. Et donc, si le parquet ne fait pas appel, pour des raisons qui le concernent, y compris des raisons d'intendance et de budget, eh bien, la victime doit avoir la possibilité de dire « Je souhaite que l'affaire soit jugée une deuxième fois », au même titre qu'un accusé peut dire « Je souhaite que le verdict soit réexaminé par un deuxième degré de juridiction ». Rappelons-nous bien qu'il n'est jamais question de demander plus de droits que le mis en cause. Rappelons-nous bien que notre seul propos est de demander
un alignement, une symétrie des droits entre l'accusé et la victime. Donc à partir du moment où l'accusé a la possibilité de faire appel, je ne vois pas de raison qu'on puisse refuser ce droit à la victime et qu'on arrête de nous répondre que la victime a la possibilité de faire appel sur les intérêts civils. Ce qui compte bien sûr dans la discussion, c'est la possibilité d'avoir un deuxième procès pénal. Cette proposition avance. Il y a 70 députés qui se sont saisis d'une proposition de loi, paraît-il, inspirée par l'IPJ, pour réclamer l'instauration du droit d'appel au profit des parties civiles. Et je terminerai sur cette question en disant une chose qui, selon moi, est très importante. Il n'y a, dans cette proposition d'évolution de la législation, aucune remise en cause du principe sacro-saint selon lequel le doute continuera toujours de profiter à l'accusé. Parce qu'on les a entendus, les arguments. Il n'est pas question de remettre en cause ce principe. Le doute continuera de profiter à l'accusé, mais au terme de 2 degrés de juridiction. Ça, c'est l'immédiat après-jugement. Avant-dernière phase, l'application des peines. C'est la moitié du procès pénal aujourd'hui. La moitié du procès pénal se déroule devant les juridictions d'application des peines, avec un système très complexe, une justice non publique, une justice un peu camouflée quand même, il faut le dire, une justice entre soi, entre experts, entre magistrats, entre avocats, une justice sans témoins, oublier le procès pénal. La discussion a lieu devant des juridictions très élaborées, première instance, appel, tribunal d'application des peines, chambre de l'application des peines en appel, etc. C'est devenu un système à millefeuille incroyable dans lequel le sort du condamné se rejoue complètement. On peut être d'accord ou pas d'accord. Moi, je considère que c'est un millefeuille qui devient tellement complexe qu'on n'y comprend plus rien. On a parfois l'impression qu'il y a une justice pour les gogos, qui se passe en grand spectacle avec des grandes peines tonitruantes qui retentissent devant nos cours d'assises, et puis que la réalité des choses se déroule en coulisses. Bon. Mais quelle que soit notre appréciation sur le bien fondé ou le mal fondé de ce système, il me semble naturel, là encore, que les droits de la victime soient alignés sur ceux du mis en cause. Si le condamné a la possibilité de faire une demande d'aménagement de peine et de libération conditionnelle, s'il a la possibilité de faire appel du refus d'une juridiction d'application des peines de lui accorder une libération conditionnelle, eh bien la victime aussi, en cas de libération conditionnelle, devrait avoir la possibilité de demander à ce que cette décision soit remise en cause. Si elle craint pour sa sécurité, si elle craint pour son sentiment de justice, elle devrait avoir cette possibilité, et je ne vois pas au nom de quoi on accorderait cette possibilité au condamné, tandis qu'on la refuserait à la victime. Troisième et dernier point, on pourrait dire des tas de choses là-dessus, mais je vais être rapide. Troisième et dernier point, c'est un point un peu journalistique, un peu spectaculaire, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est la révision. Vous savez qu'on parle en ce moment d'une réforme de la procédure de révision. Et on en parle depuis aussi une affaire qui a défrayé la chronique, il y a 3 semaines, une affaire où on s'est rendu compte qu'un acquitté, eh bien, il y avait des doutes sérieux sur son innocence, puisqu'on avait retrouvé des traces ADN qui révéleraient plutôt qu'il était coupable. Bon. Et donc, c'est reposer la question, enfin, en tout cas, les Français, à cette occasion, ont découvert que, parce que je ne suis pas sûr qu'ils en avaient conscience, eh bien, qu'en France, on peut demander la révision d'une décision de condamnation, mais on ne peut pas demander la révision d'une décision d'acquittement, même quand on aurait après la preuve que l'acquitté, en fait, était coupable. Bon. Alors, la discussion est complexe, personne ne le nie, mais moi, je considère qu'on gagnerait, parce que la priorité de la justice, c'est quand même la manifestation de la vérité, on gagnerait à étendre cette procédure de révision, y compris dans cette hypothèse. Et si on l'étend dans cette hypothèse, si on prévoit la possibilité de réviser un verdict avec des tas de garde-fous, hein, il faut que ce soit quand même restrictif, on ne peut pas revenir en permanence à remettre en cause des décisions de justice, hein, on est tous d'accord là-dessus. Mais en tout cas, si cette possibilité est accordée en France, comme elle l'est par exemple en Angleterre, en Allemagne, où on peut rejuger, où on peut, en cas d'éléments nouveaux, remettre en cause un acquittement. Hein. Eh bien, si cette possibilité est instaurée en France, il me semble que, là encore, la victime, avec des restrictions, avec des sas, devrait pouvoir initier cette procédure de révision si le parquet ne l'initie pas.
pour autant, bien sûr, qu'on s'assure qu'elle le fasse avec sérieux. Et pour ça, il y a des filtres. On pourrait, par exemple, concevoir qu'il y a une demande préalable qui devrait être faite auprès du parquet. On se souvient également qu'il y a une commission qui filtre les demandes de révision. Donc tout ça ne dégénérerait pas en une espèce de remise en cause permanente de ce qui a été jugé, bien sûr, hein, il faut des garde-fous. Mais au moins, cette possibilité sera accordée, au moins dans la limite de la prescription. On ne pourrait pas revenir sur ce qui a été jugé il y a 30 ans, mais on pourrait revenir sur ce qui a été jugé il y a moins de 10 ans, par exemple. Voilà. J'ai essayé de passer en revue les différentes étapes du procès pénal où des déséquilibres demeurent, et je voudrais terminer par une note encourageante, en vous disant qu'on n'est pas seul. Parce que jusqu'à il y a 4 ans, c'était l'IPJ qui ramait sur tous ces thèmes, avec toute l'opprobre qui s'abattait sur nos épaules, où on apparaissait vraiment comme des obsédés pro-victimes, avec tous les poncifs qu'on entend habituellement, justice privée, vengeance, etc. Moi, aujourd'hui, je me sens moins seul depuis qu'un des bras droits de François Hollande, un avocat illustre qui s'appelle Jean-Pierre Mignard, a rédigé une chronique où il va tout à fait dans ce sens. Et je voudrais terminer par une belle conclusion qu'il donne dans un article qu'il a donné au journal Le Monde. Hein, c'est un article où il remet en cause cette espèce de pratique et d'idéologie judiciaire qui met la victime de côté et qui fait du procès pénal le seul procès, le seul duel entre le parquet et l'accusé. Il démonte un peu ce dogme judiciaire. Hein, il dit que ce duel est héroïque et dépassé, et il termine en disant ceci. Ce sont les victimes qui confèrent dorénavant sa puissance au procès pénal. La relation triangulaire des mises en cause, du procureur et des parties civiles, qui structure la manifestation de la vérité, confère à l'audience pénale une force toute nouvelle et l'importance d'un véritable fait social. Et je trouve que c'est encourageant. Merci.